Bonjour à tous, bienvenue dans ce corrigé de l'épreuve de syntaxe de texte pour l'épreuve Passerelle 1. Donc comme vous le voyez dans la page dans la table des matières, la thématique c'est le nucléaire et les énergies qui sont propres au nucléaire. Comme vous le savez, l'énergie nucléaire pose problème en France et dans le monde, surtout après les incidents de Fukushima, Tchernobyl et Three Mile aux États-Unis. Le problème, évidemment, c'est que les énergies renouvelables ne représentent qu'à peine 10% de l'énergie totale produite, que le nucléaire en représente plus d'un tiers, voire 40%, et que le reste, ce sont des énergies fossiles. On prévoit d'ailleurs une augmentation de la demande d'énergie x2, qui va être multipliée par 2 d'ici à 2050. Quelles énergies alternatives trouver par rapport au nucléaire? C'est la question de ce document 1. D'ailleurs, si chaque Chinois possédait une automobile, si chaque ménage chinois possédait une automobile, l'intégralité de la production mondiale de pétrole serait absorbée automatiquement. Bon. Les 3/4 de l'énergie actuelle consommée dans le monde sont d'origine fossile. Charbon, pétrole, gaz. Le nucléaire, son problème, il a des avantages, le nucléaire. C'est une énergie relativement propre, mis à part les déchets, mais le nucléaire fait peur. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a un accident nucléaire, c'est potentiellement des dizaines de milliers de morts, et en tout cas des contaminations du sol et des problèmes sanitaires majeurs. Les énergies renouvelables, comme je vous l'ai dit, ne concernent qu'un dixième de la consommation énergétique européenne. Donc, vous imaginez dans le monde. Il reste aussi une possibilité, changer nos modes de consommation. Ça, évidemment, c'est pas gagné. La question se pose, donc dans le document 2, l'énergie nucléaire est-elle nécessaire? Elle ne représente que 6 à 7% de la totalité de l'énergie consommée. Mais évidemment, en France, plus de 48% de l'électricité provient de l'énergie nucléaire. Problème lié à l'énergie nucléaire, surveillance permanente et problème des déchets, puissance nucléaire, ça c'est un avantage par rapport à la dépendance nationale, ne plus être dépendante du pétrole, et évidemment, quand on a la bombe nucléaire, on n'est pas considéré comme un pays pour les autres. Le gaz carbonique et le réchauffement climatique, eux, sont certes des substituts parfaits, mais ils polluent énormément en termes de CO2, et donc, par rapport à la COP21, c'est pas ce qu'il y a de plus souhaitable. Par ailleurs, la catastrophe de Fukushima, parce qu'il faut bien voir que le Japon, c'est un pays qui est normalement extrêmement sécurisé, extrêmement normé, et la centrale de Fukushima était une des centrales les mieux gardées, les mieux maintenues au monde. Le problème, évidemment, c'est qu'ils avaient tout prévu en termes de tremblement de terre, sauf un tsunami qui viendrait tout ravager. La contextualisation de la France n'est pas la même chose. Si on prend globalement, si vous voulez, le problème de la France, dès les années 50, avec le commissariat atomique, le commissariat à l'énergie atomique, avec les découvertes des grands scientifiques français durant la première moitié de la fin 19e et la première moitié du 20e siècle, on a vraiment tout de suite, et De Gaulle en tête, envisagé l'énergie nucléaire comme étant un substitut au pétrole. Donc ça, c'est une excellente chose. Une énergie pas chère, disponible, accessible, et qui nous rendrait indépendants. Et qui plus est, évidemment, donnerait lieu ensuite à la bombe nucléaire. Autre problème, mis à part ces avantages-là, le problème terroriste. Que se passerait-il si un groupe terroriste réussissait à faire sauter une centrale nucléaire? Là, évidemment, à côté, le 11 septembre, ce serait quelque chose qui aurait l'air d'une vaste plaisanterie. Bon, on n'en est pas là, mais attention. Pour le Japon,
étant donné la mentalité japonaise, il y a un certain nombre d'explications, d'après notre intervenant, Kenichi Mishima, il y a un certain nombre d'explications mystiques, surnaturelles, pour justifier ce qui s'est passé à Fukushima. Punition céleste, monde désenchanté, l'enfer, là où coulent les fleuves de sang. Bon. Mais il ne faut pas envisager les Japonais comme étant des espèces d'adeptes absolus de la nature. Ils sont très 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 distanciés par rapport à la nature, les Japonais, contrairement à ce que nous laissent croire les images d'Épinal, ils sont assez proches des Européens. Non, le vrai problème au Japon, c'est qu'il y a un lobby nucléaire extrêmement puissant, une classe politique qui suit, et une population relativement dépolitisée. Donc, vie politique, population dépolitisée, cannibalisée par le lobby nucléaire, dépolitisation globale, ça fait que le nucléaire, malgré Fukushima, reste une des énergies phares du Japon, et la nucléarisation du Japon ne s'est jamais en fait complètement arrêtée, malgré Hiroshima, malgré Nagasaki, malgré Fukushima. L'Allemagne, à l'inverse, a décidé de totalement renoncer à son programme nucléaire d'ici à 2022. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ça rend l'Allemagne extrêmement dépendante du gaz russe et force l'Allemagne également à retourner vers des centrales thermiques à charbon, ce qui n'est pas la panacée, si vous voulez mon avis, pour l'environnement. Ce qui, par ailleurs, empêche la possibilité même d'une politique énergétique commune, étant donné que la France reste très largement axée sur le nucléaire. La France est le deuxième pays nucléaire du monde avec plus de 58 réacteurs. Les États-Unis en ont plus de 100, mais la France en a plus de 58. Quand vous avez d'un côté du couple franco-allemand l'Allemagne qui envisage de totalement se séparer du nucléaire, même qui est en train de le faire, et de l'autre, la France qui reste très attachée au nucléaire, ça va paraître compliqué. De plus, et je le redis, ça rend l'Allemagne extrêmement dépendante face au gaz russe. La France est très attachée au nucléaire à cause, ou grâce, à son indépendance nationale énergétique. Abandonner le nucléaire, selon Henri Proglio, ce serait abandonner 1 million d'emplois. Proportionnellement, la France est le pays le plus nucléarisé du monde, malgré les dangers. La France a produit en 2010 410 millions de mégawattheures. Deuxième rang mondial, derrière les États-Unis, 807, et devant le Japon, 280. La France compte 19 centrales et 58 réacteurs. La capacité totale du parc français est de 63 000 milliards de mégawattheures. Total. 63 000 millions, donc 63 milliards, donc 63 000 millions de mégawattheures, donc 63 milliards de mégawattheures. L'énergie nucléaire a fourni 80% de l'électricité commercialisée par EDF. Bon. En gros, si on voulait remplacer le nucléaire par l'éolien, il faudrait plus de 20 000 hélices d'éolien du jour au lendemain, ce qui est strictement impossible. Il faudrait multiplier le nombre d'éoliennes par 150. Par ailleurs, l'argument de l'emploi revient encore une fois. 1 million d'emplois, directs et indirects, selon Henri Proglio. Les ONG et les partis écologistes ne sont pas du tout d'accord, puisqu'ils disent qu'il n'y a que 120 000 emplois directs qui sont liés au nucléaire. Alors, évidemment, c'est oublier les emplois indirects. Une étude à part de PricewaterhouseCoopers nous montre que le chiffre emploi direct plus emploi indirect cumulé serait plus proche de 410 millions. Pour les écologistes, 600 000 emplois supplémentaires seraient eux possibles et possiblement créés si on se mettait vraiment dans les énergies renouvelables. Le problème, c'est que la filière électronucléaire actuellement en France génère 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires direct et 33,5 millions d'euros de chiffre d'affaires indirect.
Par ailleurs, le prix du kilowattheure en France est de 9,94 centimes d'euros, contrairement à 12,75 en Europe. Le coût de sortie du nucléaire français est envisagé à peu près à 400 milliards d'euros. Mais d'un autre côté, le coût du maintien et des investissements est alloué à plus de 300 milliards d'euros. Donc on n'a pas vraiment de bonne solution, hein. Les dernières centrales nucléaires, ainsi que leur entretien, vont nous coûter 121 milliards d'euros, hors coût du Superphénix. 96 milliards pour la seule construction des 58 réacteurs à l'époque. Les surcoûts de la filière sont appelés à grimper. Donc c'est un véritable gouffre financier pour avoir une énergie, certes, relativement peu chère, mais en même temps éminemment dangereuse et dont on ne sait pas quoi faire des dossiers. Dans le document 7, on voit que c'est encore les mêmes grands arguments, donc il faudra absolument les utiliser. Nous avons des grands physiciens, Henri Becquerel, qui a découvert la réactivité, Pierre et Marie Curie, Irène, Frédéric et Éliane Joliot-Curie, qui ont fait énormément pour la science nucléaire, mais nous n'y sommes pas encore. L'indépendance nationale, la crise pétrolière, l'énergie peu chère restent les arguments phares. 104 réacteurs aux États-Unis, 58 en France. Mais l'inquiétude monte en France face au danger du nucléaire et face aux surcoûts que cela peut engendrer. 50 milliards devaient être dépensés pour remplir les cahiers des charges de l'assurance de la sécurité nucléaire. Chose strictement impossible, étant donné les finesses de la France. Par ailleurs, le document 8 nous apprend que l'énergie nucléaire est artificiellement faible, puisqu'elle n'intègre pas le coût de la sécurité, ainsi que ceux du traitement des déchets. Donc on a en quelque sorte des coûts tronqués, qui nous donnent l'illusion que l'électricité produite par l'énergie nucléaire est faible, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, le Danemark se sont, eux, encouragés dans une courageuse sortie du nucléaire, mais qu'on n'y est pas encore. Donc on pourrait peut-être se retrouver dans une configuration européenne suivante. La France serait la seule à résister à la sortie du nucléaire, puisque tous les autres pays commencent à en sortir. De même, dans le document 9, on voit que la fermeture de Fessenheim, la fameuse centrale de Fessenheim, ne sera pas l'objet d'une loi propre. Elle sera intégrée à la loi globale. Elle n'aura pas de loi spécifique. Il ne s'agira donc pas de substituer à l'opérateur, mais de maîtriser la diversification de notre production d'électricité selon les objectifs que la nation aura choisis. On voit qu'évidemment, le gouvernement, un coup avance, un coup recule. Est-ce qu'on tiendra l'objectif de 50% de part du nucléaire en France d'ici 2025 ? Pour Lauvergeon, l'ancien président d'Areva, c'est une hérésie. Ça n'arrivera pas. C'est impensable. Passer de 75 à 50. Pour M. Martin, le ministre en charge de l'énergie de l'époque, en désaccord fondamental, il pense que lui, c'est tout à fait possible. Maintenant, à voir. L'idée, c'est que l'objectif est peut-être atteignable, mais uniquement à partir d'une rupture technologique certaine. Il faudrait fermer un tiers de nos réacteurs si l'on voulait que ce soit possible. L'argument d'Henri Broglio consiste à nous dire que mécaniquement, l'augmentation de la population fera en sorte que la part du nucléaire baissera. Argument spécieux s'il en est. Le problème, c'est que sous le mandat Hollande, on a fermé 2 centrales de 900 MWh chacune, de réacteurs, pour en ouvrir une de 1600. Donc au final, on a déshabillé Paul pour habiller Pierre, ou l'inverse. Document 11, tout est dans le titre
Le nouveau plan énergétique à long terme remet le nucléaire au programme. Plus de nucléaire, donc flambée des coûts énergétiques, donc retour au nucléaire. C'est exactement ce qui s'est passé au Japon. On s'est dit après Fukushima, on arrête absolument le nucléaire. Oui, d'accord, on fait comment alors? Pétrole, gaz, thermie, augmentation des prix fondamentale de l'énergie, et donc on est quand même revenu au nucléaire. Donc on pense que la catastrophe de Fukushima allait mettre un terme au nucléaire, mais on se rend compte qu'on est de plus en plus dans une phase de dilemme. La correction va suivre juste après. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À très bientôt, au revoir.